Bien, merci madame. Nous sommes dans un régime d'exception, mais nous sommes simplement à 90 jours. Moi, je trouve la période trop insuffisante pour risquer un bilan. Toujours est-il que, commençons par les points négatifs. Tout le monde regrette la liberté d'aller et venir, qui est un peu restreinte par le couvre-feu. Parce que vous savez qu'il y a des gens qui travaillent de nuit, il y a des métiers qui ne s'expriment que de nuit, et donc cette restriction induit un certain nombre de désagréments. Maintenant, en dehors de ce désagrément-là, je trouve que les 100 jours sont extrêmement positifs. D'abord, il faut qu'on se souvienne de ce qui nous a amenés à la situation actuelle. 2018, le président Ali Bongo Ondimba tombe malade. Il ne se casse pas le bras, il a un AVC, donc forcément quelque chose qui conduit à un certain nombre de séquelles. Et au retour de la convalescence du président Ali Bongo Ondimba, nous avons tous noté que la gestion était, passez-moi le mot, catastrophique. Vous m'avez suivi, vous avez suivi que j'ai essayé de donner un certain nombre d'alertes qui ont été très très mal perçues par ceux qui dirigeaient à l'époque. Et donc on arrivait à un moment où on avait l'impression que la machine allait dans tous les sens et qu'on pouvait foncer dans le mur. Ensuite, il y a eu la préparation du processus électoral qui là aussi a montré beaucoup de désordre, disons-le nettement comme ça, au point que si les élections avaient été validées, peut-être qu'aujourd'hui encore, le Gabon serait dans des remous, en n'ayant plus finir. Et ma position, vous la connaissez, c'est de dire qu'il ne faut pas qu'à chaque élection, le Gabon enregistre de morts, comme ce fut le cas en 2016. Je vous répète qu'en 2016, j'étais quand même ministre de la Défense. Et donc, le fait que les militaires aient décidé de remettre les choses à plat. Moi, tout de suite, j'ai dit que c'était un coup de Dieu, une volonté divine qui voulait que le Gabon remette les compteurs à zéro. Et nous y sommes. Et puis, depuis l'avènement de cette circonstance qui aurait pu être fâcheuse, nous constatons que sur le plan économique et sur le plan social, il y a des avancées notables. Chacun d'entre nous a noté qu'il y a eu la mise à disposition d'un certain nombre de postes budgétaires pour des secteurs socialement importants comme la santé et l'éducation. Là encore, depuis hier, nous sommes agréablement surpris de voir qu'une école a pu être reconstruite en 90 jours. Reconstruite parce qu'un citoyen s'était permis de venir la détruire au motif qu'il détenait un titre foncier. Donc, vous voyez, il y avait tellement de désordre que grosso modo, les 90 jours sont largement positifs. Largement positifs. Mais il ne faut pas que les militaires dorment sur leur laurier en se disant que ça y est, c'est bon, on va se permettre tous les excès. Nous devons rester focus pour apprécier ce qui peut être apprécié de manière objective. Applaudir ce qui sera bien fait et dénoncer ce qui pourrait être mal fait. Alors, l'intervalle est long, est grand, est vaste. 1967, j'avais 7 ans. 2024, j'ai 64 ans. Et donc, il y a des aspects du bilan qui m'échappent. Mais je suis acteur depuis, puisque je suis en vie. Je note qu'au début, et dans le PDG auquel j'ai adhéré, la jeunesse était sacrée. La jeunesse était sacrée parce que nous-mêmes, pour être scolarisés, je vous le disais tout à l'heure, mes parents
jusqu'à une certaine époque, n'ont pas sorti un copec pour mon éducation. Ils n'ont pas sorti un copec pour ma santé. Donc le PDG, dans un premier temps, était vraiment un parti... c'était d'abord un parti État. Hein. On n'avait pas d'autres partis. Moi, je n'ai pas connu d'autres partis jusqu'en 1990. Je suis né sous le PDG parti unique. Et puis c'est en 1990 qu'on a commencé à avoir l'émergence d'autres partis. Généralement, on connaît l'importance d'une source quand elle a tari. Tant qu'il y a l'eau, les gens viennent patauger là-dedans, mais c'est quand elle a tari qu'on se dit, ah, vraiment. Je dois dire que avec l'avènement de la conférence nationale puis de la démocratie multipartiste, nous avons connu alors, plusieurs partis. Donc, on avait maintenant des éléments de comparaison avec le PDG. Ce qui a noirci le bilan du PDG, c'est l'aspect économique. Le président Bongo, quand il a pris le pouvoir, il a si opportunément déclaré, je cite, « Faites-moi de la bonne économie, moi je vous ferai de la bonne politique ». Et effectivement, sur le plan politique, le Gabon qui était considéré comme une Cendrillon en Afrique, vous connaissez la légende de Cendrillon, le Gabon est devenu une puissance économique africaine sur le plan politique. Mais le Gabon est devenu un nain économique. Malgré tous les atouts que nous avons, le pétrole à foison, la forêt exubérante, l'eau toute l'année, entre autres raisons qui occasionnent la guerre au Proche-Orient, il y a les déficits en eau. Alors que nous avons l'eau en toute période, nous avons un sous-sol, mais scandaleusement riche, et nous avons une population qui n'est pas très très nombreuse, à peine en réalité 2 millions et quelques. Donc avec autant d'atouts, nous n'avons pas pu faire du Gabon un ogre économique. Et vous voyez, si le Gabon ne parvient pas à devenir une puissance économique, le Gabon peut disparaître. Vous prenez l'Europe, moi je compare le Gabon à la Suisse. La Suisse c'est vraiment un tout petit pays, Mais la Suisse a résisté à la division du monde. Vous voyez, à un moment, l'Europe était divisée en deux, l'Europe communiste et l'Europe occidentale. Aucun de ces blocs n'a pu phagocyter la Suisse. Vous vous rendez compte? Mais pourquoi? Parce que la Suisse est devenue une puissance économique, au point que chaque bloc était obligé de composer avec elle. J'étais même surpris quand j'étais DG la Caisse Stable, je voulais acheter un bateau pour faire les approvisionnements du pays en produits raffinés, en produits pétroliers raffinés. Et on m'a dit, si vous voulez acheter un bateau, il faut aller en Suisse. J'ai écarquillé les yeux parce que la Suisse n'est pas un pays maritime, mais toutes les compagnies maritimes ont leur siège social en Suisse. Tout ça pour dire que si nous, petits Gabon là, on n'arrive pas à devenir un pays économiquement fort, nous serons écrasés par le grand Nigeria. Le Nigeria, c'est jusqu'à vous traverser Malabo, vous êtes au Nigeria. Nous serons écrasés par la grande RDC. Parce que quand la RDC va se stabiliser, ça va devenir un géant économique. Et si nous ne voulons pas que ces deux géants-là nous phagocytent, parce qu'avec les gisements et autres que nous avons, nous sommes forcément objets de, comment dirais-je, de convoitise. Si nous ne voulons pas que ces gens-là nous envahissent, il faut que nous devenions une plateforme économique forte, et à partir de laquelle on va traiter avec le Nigeria, on va traiter avec la RDC, et voilà. Donc le PDG a échoué à faire du pays une puissance économique. Mais pourquoi? Je dirais prosaïquement parce que nous avons volé. Ça choque qu'on dise comme ça, mais nous avons eu des milliers de milliards de pétrole à partir des années 73. Qu'avons-nous fait de tout cet argent?
Et ça aussi, ce n'est pas à mettre au seul crédit du président Ali. Depuis 2009, oui, le gaspillage, il est imputable à Ali. Il faut qu'on le lui impute. Mais avant, comment expliquer que tous les hommes politiques qui ont géré de 1967 à 2024 aujourd'hui soient tous des multimilliardaires pendant que le pays croupit dans la misère? Est-ce que vous, les journalistes, vous vous posez ces bonnes questions? Donc, le bilan du PDG, il est là. Le PDG a construit la paix, consolidé la paix du pays, parce qu'il paraît, bon, moi je n'étais pas là à l'époque, il paraît que le pays était divisé en clans, tribus, et puis, bon, on a fait la paix, on a fait le politique, on est devenu un pays qui politiquement comptait dans le Conseil des Nations, à l'Union africaine, au Conseil de sécurité, mais on n'a pas réussi à faire que le pays compte sur le plan économique. À mon avis, voilà le grand déficit qu'on peut imputer au PDG. Mais le PDG, c'est qui? Le PDG, ce n'est pas seulement le PDG actuel, le PDG dont on parle, ce n'est pas le PDG actuel seulement, c'est aussi tous ces gens-là qui ont géré le PDG depuis avant, de 1968 jusqu'à 2009. Parce que si vous voyez, le PDG, en tant qu'organe, a commencé à se casser en deux en 1990, avec la conférence nationale. Une partie a pris sa liberté et a commencé chacun à créer son parti, même si c'était des barons du PDG à l'époque. Il y a un noyau qui est resté. Et il y a beaucoup de jeunes qui ont intégré le PDG, qui n'avaient pas géré. Et ces jeunes-là, malheureusement, ont pris sur eux le bilan des anciens qui sont sortis. Parce que les anciens qui sont sortis ont découvert une nouvelle virginité. Vous leur avez accordé une nouvelle virginité pour le fait qu'ils soient partis. Personne n'a regardé ce qu'ils ont pu faire avant de partir. Et puis ce qu'ils ont pu faire avant de partir, on les a mis sur nos dos. J'assume, nous assumons, puisqu'on a accepté de rester, de porter cette charge. Donc, mais après, le PDG n'a pas arrêté de se diviser. C'est comme s'il y avait une séparation des cellules. Jusqu'à, on arrive, la principale, c'est 2009. Avant, au PDG, il y avait deux tendances, les rénovateurs, avec Ali Mbobam et les autres, grosso modo. Et puis, 2009, les rénovateurs se cassent en deux. André amène une partie dans l'opposition, Ali garde une partie. Et puis ça n'a pas arrêté. Donc aujourd'hui, quand on veut faire le bilan du PDG, il faut vraiment être méticuleux. Le PDG, c'est une association comme une autre, mais une association ne vaut que ce que valent les animateurs. Ce n'est pas le nom PDG qui pose problème. Ce sont les animateurs. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, pour tempérer tout ça, c'est que maintenant, nous sommes en régime de démocratie multipartiste. Et dans ce genre de régime, le parti ne gère pas. Aucun parti ne gère. Même le PDG n'est plus parti-État, où la décision du secrétaire général à l'époque valait décision du gouvernement. C'est vrai que maintenant, le gouvernement, c'est l'émanation du parti majoritaire. C'est-à-dire que le parti qui est majoritaire, celui qui forme le gouvernement, mais avec des apports qui viennent d'autres partis. Donc maintenant, aujourd'hui, il faut faire la différence entre le parti et le gouvernement. Le parti, il envoie à l'Assemblée des députés qui sont censés contrôler le gouvernement. Donc, à mon avis, il faut plus juger les hommes que les structures. Parce que sinon, après, on va y arriver souvent dans des gouvernements, en plus du PDG, d'autres partis. Or là, on entend seulement PDG, les PDGistes, c'est des satanistes et tout ça. Ce que je reproche à ceux qui ont géré le parti dans la dernière phase-là, c'est de ne pas avoir su résister à la Young Time, à Young Team. Parce qu'en réalité, la Young Team, théoriquement, n'était pas des, comment vous appelez ça, des notables du parti. Il y a beaucoup qui n'étaient même pas au parti.
Mais ils ont profité de la faiblesse liée à la maladie du président et de leur proximité avec le président pour s'imposer au parti, imposer des choses au parti. Et ce que je reproche au parti, c'est de ne pas avoir su résister à ces jeunes-là. Nous autres qui résistions, on a été menacés de partout, au point que personnellement, je n'ai même pas fait campagne avec le PDG, avec mon candidat. Mais si nous tous, on avait adopté cette position, peut-être qu'on aurait freiné l'élan de ces jeunes gens-là. Bon, on a succombé sous le fait de, je ne sais pas, peut-être leur argent, peut-être leur pouvoir politique, peut-être quoi, et on a passé tous leurs caprices. Et nous payons ces caprices-là. Ça, effectivement, il faut le reprocher aux gens qui ont géré le parti, qui n'ont pas eu le courage de s'opposer à ces jeunes gens. À un moment même, ces jeunes gens n'avaient même aucune fonction officielle. Ni Noureddine, ni Ngoulou n'avaient plus de fonction officielle. Et ils continuaient de donner des instructions. Ils avaient même transposé le siège du parti. Ils avaient une villa à la Sablière où toutes les décisions se prenaient. Moi, j'ai refusé de mettre pied là-bas. Et ça m'a valu ce que ça m'a valu, la sortie du gouvernement et autres. Mais je suis resté en phase avec mes principes. Donc aujourd'hui, si on veut faire une analyse, madame, il faut faire une analyse à froid. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que les Gabonais aiment l'argent. On a succombé à l'argent, on a succombé au goût des fonctions. Et on a laissé un groupe de voyous faire du Gabon ce qu'ils ont fait. Mais ça n'a rien à voir avec le parti en tant que tel. Sincèrement, ce n'est pas une affaire du parti, c'est une affaire de quelques individus au sein du parti. Et si vous lisez les réseaux sociaux, moi je fais partie des gens qui réclament un droit d'inventaire. Je dis qu'il faut qu'au PDG, on puisse s'asseoir et établir les responsabilités. Ceci est arrivé du fait de qui? Et celui qui est à l'origine doit payer, au lieu que ce soit tout le parti qu'on enterre comme ça. Et si ce n'est pas fait, des gens comme moi, chacun va prendre sa liberté et aller faire sa politique en dehors du parti. Des questions d'intendance. Et les questions d'intendance, on les pose à l'intendant. Moi, je ne sais pas ce qui se passe, je ne sais même pas si le parti a des dettes, comme vous le dites, je ne sais même pas si les gens sont payés ou pas payés. Il y a une équipe qui anime le parti au secrétariat exécutif. Vous ferez mieux de vous rapprocher d'eux, il n'y a que eux qui peuvent vous dire ce qu'il en est. Mais pour ce qui est du parti et de sa survie, j'ai noté que les militaires n'ont pas dissous les partis. Donc le PDG n'est pas dissous. Par conséquent, la survie du PDG dépendra de comment nous allons gérer la crise. Nous sommes en crise là. Nous sommes en crise. Toutes les institutions sont suspendues. Donc, comment le PDG va gérer la crise, ça dépendra de comment les gens qui sont au secrétariat exécutif mènent l'affaire. Vous demandez mon avis. Moi, je suis de ceux qui disent qu'il faut organiser une réunion, je ne sais pas sous quel format, pour que les gens discutent. D'abord, faire le point. Qui est à l'origine de ça? Comment en est-on arrivé là? Ensuite, prendre des sanctions pour ceux qui, par négligence ou par volonté, ont fait en sorte qu'on en arrive là. Troisièmement, prendre des dispositions pour réorganiser un parti fort, parce que le PDG peut encore être un parti fort, si on le veut. Pour l'instant, j'observe et je vois que rien ne se passe et que l'on tourne en rond. D'abord, pourquoi vous faites focus sur les démissions? Le parti c'est une association. On y adhère librement et on quitte aussi librement qu'on a adhéré. Donc, je refuse de commenter les démissions parce que je ne commande pas les adhésions. Il y a un parallélisme de forme. Ensuite, on vient dans une structure parce qu'on est à l'aise. On vient dans une structure parce qu'elle affiche des idéaux qui vous attirent. On y demeure parce qu'on se sent à l'aise et on s'en va parce qu'on sent qu'on n'est plus à l'aise. Personnellement, je vous le dis clairement, la manière dont les choses ont été menées depuis 2018, elle ne me convient pas. Et nous avons là l'occasion de faire le ménage au sein du PDG. Et si ce ménage n'est pas fait, moi je ne resterai pas dans le cafouillage. Donc, est-ce que je pars?
ça dépendra de comment on va gérer la crise. Mais si elle n'est pas bien gérée à mon goût, je ne resterai pas pour le plaisir de rester parce que c'est le PDG. Parce que le PDG, ce n'est pas le nom. Le PDG, c'est comment nous gérons la structure. J'allais vous retourner la question. Pour un petit pays comme le Gabon, est-ce qu'on a besoin de 2 500 000 façons de voir? Nous sommes 2 millions, peut-être 2 500 000 habitants, chacun avec sa façon de voir. Est-ce qu'on a besoin de chacun avec sa façon de voir? Moi, je répondrais oui. Il faut laisser à chacun la liberté d'expression. Maintenant, est-ce que les gens là sont libres de s'organiser dans des groupes d'affinité intellectuelle? Je dirais oui. Bon, maintenant, après, la question que vous posez là, elle est délicate. C'est la frontière entre la dictature et la liberté. Vous voyez, les partis politiques concourent à l'expression démocratique. Donc, certains prennent l'exemple. Les grands pays sont des pays de dictature. Les très grands pays sont des pays de dictature. Prenez la Chine, un seul parti, c'est la dictature. Prenez l'Union soviétique, un seul parti, c'est la dictature. Prenez les États-Unis, 2 partis qui n'ont que la même idéologie, c'est la dictature. Vous ne pouvez pas créer le parti communiste là-bas, aux États-Unis. C'est vrai que ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut trouver le moyen terme entre la liberté d'expression et l'impératif de développement. Dans ces conditions, on fait quoi? On organise les choses pour que les différents courants qui s'expriment puissent s'organiser entre eux pour déboucher sur un nombre de partis qui ne soit pas pléthorique. Mais la difficulté, c'est comment faire ça? Parce que si on dit qu'il faut qu'il n'y ait que 2 partis, je donne un exemple. C'est sur la base de quels critères qu'on va avoir seulement 2 partis. Donc, oui, pour 1 million, 2 millions d'habitants, 100, 200 de partis, c'est exagéré. Mais il ne faut pas perdre de vue que la pluralité des partis, c'est quand même le baromètre de la démocratie. J'ai bien aimé la décision du président Sétéri et de ses collègues de faire organiser cette grand-messe pour permettre à chaque Gabonais de donner son point de vue. Qu'est-ce que moi je veux voir là-dedans? Cette question-là, elle est trop pédante. Moi, si je peux participer au débat, il y a beaucoup de points qu'on pourrait examiner. Je pense que le pays a encore le moyen de revenir à une situation où l'essentiel de la santé ou l'essentiel de l'éducation est gratuit. Parce qu'on n'est pas nombreux. Nous ne sommes pas nombreux. Nous sommes à peine 1 million. J'ai vu quelque part que certains parlaient de 2. Nous sommes à peine 1 million et quelques. Et il ne faut pas qu'il y ait des Gabonais qui soient laissés au bord de la route. Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, à Libreville, il y a des foyers dans lesquels le soir, la maman prend un verre d'eau, met 2 morceaux de sucre, coupe un morceau de pain et donne à l'enfant en guise de repas. Est-ce que c'est normal au Gabon? Est-ce que vous savez que les gens meurent pour un médicament de 1 000 francs, 2 000 francs? Donc, lorsque nous parlons d'égalité des chances, les 2 facteurs qui égalisent les chances dans la vie, c'est l'école et c'est la santé. À notre époque, comme je vous disais, si c'était la société gabonaise actuelle, moi je ne serais pas dans cette maison. J'aurais fait comment pour être dans cette maison, avec un père cultivateur, une mère au foyer. Et en plus, dans Yanabo, là-bas, complètement perdu au fin fond d'Okondia. Comment j'aurais fait pour survivre s'il n'y avait pas, comme fait, tiens, vous voyez le SAMU social du docteur Yaba, j'en profite pour le féliciter, il a été nommé. Le SAMU social,
C'est la preuve qu'on peut faire école cadeau, hôpital cadeau. C'est la preuve. Regardez combien de gens le SAMU social soigne alors qu'il y a des hôpitaux, alors qu'il y a des structures qui gèrent le médicament. Donc, moi, si j'avais une première proposition à faire, c'est comment faire pour que l'école demeure presque totalement cadeau et que l'hôpital demeure presque totalement cadeau. Ensuite, madame, c'est important, la question de la nationalité gabonaise. C'est une question importante. Je vois le président de CETERI avec beaucoup d'audace, et j'applaudis, dire qu'on ne devrait plus vendre les terrains qu'aux nationaux. C'est tant mieux, mais les nationaux, c'est qui? Vous savez combien ont acquis cette nationalité de manière, je ne dirais pas frauduleuse, mais à la vaille que vaille. Donc ces gens-là vont continuer d'acheter des terrains puisqu'ils sont nationaux. Donc la deuxième question que moi, j'aurais bien voulu voir inscrite, c'est la question de la nationalité gabonaise. Et même réviser un peu qui a acquis la nationalité et dans quelles conditions, depuis quel moment. Et puis la troisième question, c'est la question économique. C'est peut-être même la question centrale. Et c'est même cette question-là qui a fait qu'en 2009, personnellement, je vote pour le président Ali. Parce qu'on ne peut pas avoir un pays avec autant d'atouts et refuser le développement. J'ai un ami rwandais, madame. J'ai un ami rwandais qui m'a rendu visite ici. Et qui m'a dit que dans sa vie, il rêvait de visiter 2 pays. Le Gabon et la Libye. Il dit qu'il a visité la Libye avant la mort de Kadhafi et qu'il est revenu là-bas fier de Kadhafi, très fier de Kadhafi. Il dit qu'il est au Gabon, il est très déçu. Est-ce que vous savez que le Rwanda, la surface du Rwanda, c'est la surface de l'Angounier. Tout le Rwanda, c'est l'Angounier. Ils n'ont aucune ressource naturelle. Nous, ici, on a les richesses affuses et on n'arrive pas à les développer. Donc, le point central, c'est l'économie, madame. L'économie, on se chicane en politique là pour rien. On a même... on voit, il y a des pays, là-bas, chez les émirs, où les nationaux eux-mêmes, ils ne travaillent même pas. Je ne voudrais pas qu'on en arrive là, mais on peut encore faire que le Gabonais, je pense qu'on n'a pas un problème de moyens financiers, on n'a qu'un problème de comment on gère nos moyens. Comment on gère nos moyens. C'est où l'essentiel? C'est où l'essentiel? Donc moi, si je pouvais participer à la... Et je prierais les autorités de faire en sorte que je puisse participer. Moi, je parlerai économie, et je parlerai social. Quel est le plat traditionnel que vous aimez? Ah ben, le nkumu au chenille. Le nkumu au chenille. Le nkumu a ceci de particulier que c'est beaucoup de fibres. Donc, vous voyez, normalement, les altogovéens, le type altogovéen, c'est quelqu'un de sec. Les fibres, ça vous permet d'éliminer. Et puis, les chenilles, ça a beaucoup de protéines. Beaucoup de protéines. Donc, vraiment, si vous savez préparer, je vous permets d'aller à la cuisine, préparer le nkumu au chenille. Le mot de fin, c'est que le Gabon est un pays où il y a vraiment plusieurs médias. Et ça montre la richesse de l'expression, de la liberté aussi d'opinion. Mais la plupart de ces médias se focalisent sur le politique.
très peu sur l'économie, très peu sur le social. Vous voyez, vous êtes venus, on a parlé politique, on a très peu parlé économie, on a très peu parlé social. Et j'ai aimé un peu la tournure qu'a prise l'émission. Vous avez un grand rôle à jouer, les médias. Oui. Vous êtes parmi les institutions qui instruisent le peuple. Vous êtes parmi les institutions qui vont faire l'ancrage de la démocratie. Mais là, il faut aller au fond des choses. Il faut éviter le sensationnel. Quand aujourd'hui, on a forgé les gens, qu'un journal titre « Détournement à la caisse stable », les gens vont acheter. Les gens vont acheter parce qu'ils cherchent si c'est M. Otunga détourné 8 milliards là-bas. Mais c'est quoi la caisse stable? Quelles sont ses missions? Les gens ne savent même pas. Vraiment, je vous encourage à faire des émissions à consonance fortement sociale et économique. Et puis, il faut conscientiser les gens. La grande conclusion, c'est que le PDG n'est pas le diable qu'on présente. Les diables sont peut-être nous autres, les militants qui avons occupé des postes de direction. On ne peut pas, il y a là-bas des compatriotes qui sont aussi calés que vous, qui sont aussi sensibles que vous, qui aimeraient comme vous voir le pays se développer et qui pensent, la différence entre les différents citoyens, tous les citoyens voudraient voir le pays émerger. Mais chacun a sa vision de cette émergence. C'est ça qui fait la différence des partis politiques. Tous les partis politiques sont là pour le développement du pays. Mais chacun a sa position en fonction de son ressenti et de son vécu quotidien. Donc, au lieu de cracher sur la structure, il faut peut-être engager des investigations. Dans les autres pays, les journalistes sont plus dangereux que la DGR, plus dangereux que le CEDOC, plus dangereux que le B2, parce que les journalistes font beaucoup d'investigations. Je vous encourage à investiguer, ça vous permettra de savoir le pourquoi du comment.